dire de la situation et de son impact sur l'économie globale au sens large et sur la partie américaine notamment? Nous en discutons avec Thomas Kosterg, avec nous en visioconférence, économiste senior US de Pictet Wealth Management. Bonjour et bienvenue Thomas. Question très ouverte. Bonjour, effectivement. Quels sont les canaux de transmission, les impacts potentiels de cette crise russe, des sanctions contre la Russie sur l'économie globale et l'économie américaine qui nous intéresse particulièrement avec vous, Thomas? Oui, alors quand on regarde les conséquences, il y a toujours 3 canaux à regarder. Le premier, c'est le canal du commerce, le second, le canal financier, et le troisième, et peut-être celui qui est le plus compliqué à juger, c'est le canal de la confiance, la confiance des ménages, la confiance des entreprises. En ce qui concerne le PIB de la Russie, juste pour faire un petit point là-dessus, le PIB de la Russie, donc c'est 1500 milliards de dollars, ce qui est comparable au Brésil à 1400 milliards de dollars, ou sinon plus proche de nous à l'Espagne qui est à 1300 milliards de dollars. Je rappelle que la France est par exemple à 2600 milliards de dollars. Donc c'est une économie de taille moyenne. Au niveau des importations internationales, c'est le 16e exportateur mondial et le 21e importateur mondial d'après les chiffres de l'OMC. Le sujet, évidemment, est plus un sujet européen qu'américain en termes de dépendance commerciale et en particulier en termes de dépendance énergétique, puisque d'après les chiffres de Eurostat, notamment en termes d'importation de gaz, on est à 44% la part de marché de la Russie, devant la Norvège et l'Algérie, et à 25% pour le pétrole, devant les États-Unis et le Kazakhstan. Dans l'autre sens, évidemment, il y a quand même aussi des importations russes qui viennent d'Europe. Alors, en termes des importations mondiales de la Russie, les biens les plus importés, ce sont les médicaments, les pièces détachées automobiles, les automobiles et l'électronique et les téléphones portables. Voilà, ça c'est un peu la vue d'ensemble. On se rend compte qu'à travers tous ces canaux, notamment à travers le commerce, il va y avoir un impact, même si en effet le rôle de la Russie sur le plan mondial est à l'échelle de son PIB qui reste somme toute modeste par rapport aux autres grandes économies. Le deuxième point à souligner, évidemment, il y a un canal financier, notamment on voit ces mesures qui sont mises en place pour la place financière et en particulier pour les échanges de capitaux. Je voudrais donner juste un chiffre là, ce qui est peut-être intéressant, c'est qu'on avait 20% du marché obligataire russe qui était détenu par les étrangers d'après les données de la Banque centrale de Russie. Donc voilà, nous on essaie de décortiquer un peu toutes ces conséquences-là, avec encore une fois la conclusion principale, c'est que évidemment les liens avec l'Europe sont beaucoup plus importants que les liens avec les États-Unis. Les États-Unis sont beaucoup plus isolés quelque part économiquement de ce qui se passe à l'est de l'Europe. Est-ce que ça implique, Thomas, que la Réserve fédérale américaine n'a que peu de raisons de dévier de sa trajectoire de normalisation de sa politique monétaire? Alors, pour la Réserve fédérale, le dilemme est que on voit déjà une tension donc, sur les prix du pétrole et les prix du gaz notamment en Europe. Donc là, il y a une conséquence inflationniste, donc à la fois en Europe, mais aussi aux États-Unis. On sait que la Réserve fédérale, ces derniers temps, était très sensible à l'inflation qui galopait aux États-Unis. Donc là, on ajoute au risque inflationniste. Néanmoins, et là j'insiste là-dessus, il y a aussi une tension en termes de conditions de crédit et conditions financières. On voit les spreads, les écarts de taux de crédit qui montent. On a eu ce chahut dans le marché action et ça pèse également. Donc je pense que net, oui, la Fed peut être marginalement plus inquiète de l'inflation, mais en même temps, il y a ce resserrement des conditions monétaires et de crédit et potentiellement, à vérifier encore, un potentiel impact sur le moral des affaires. Et donc net, moi je ne pense pas que la Fed va drastiquement changer sa politique. Mon scénario de base, c'est des hausses de taux de 25 points de base à partir du mois de mars à chaque meeting. Et l'été prochain, à mon avis, on pourra avoir une Fed qui fait une pause pour un peu revoir un peu l'impact des premières hausses de taux sur l'économie, puisque impact il y aura, à mon avis. On a déjà vu les taux d'intérêt qui ont beaucoup réagi à la
rhétorique très hawkish de la Réserve fédérale, et on devrait avoir avec un effet retard les impacts de cette communication hawkish sur l'économie potentiellement l'été prochain. Quand vous dites impact, Thomas, qu'est-ce qui effectivement permettrait à la Fed de justifier peut-être une pause, une position wait and see à un moment, après 4 hausses de taux, vous l'imaginez, Thomas? Est-ce que ça veut dire des destructions d'emplois? Est-ce que ça veut dire une forte baisse de la confiance des ménages du consommateur? Est-ce que ça veut dire déjà des conditions financières qui se seraient particulièrement resserrées? Oui, alors à l'heure actuelle, c'est assez probable que la Fed monte les taux au mois de mars, malgré les événements. Pourquoi? Parce qu'on a ce contexte inflationniste. Et deuxième point, le consommateur américain va très bien. Mois après mois, on a des données qui montrent une très bonne tenue de la consommation américaine, voire trop bonne tenue, puisque quelque part, c'est un peu aussi la responsabilité de ce consommateur pour les tensions inflationnistes actuelles. Maintenant, si on se projette dans 6 mois, il faut quand même se rappeler que du contexte, c'est-à-dire que le stimulus budgétaire va commencer à s'étioler et on devrait aussi avoir l'effet, avec un effet retard, donc de la hausse des taux qu'on a vu, les taux long terme, taux court terme, qui devrait affecter potentiellement le consommateur américain. Donc oui, il y aura cette dynamique de comment le consommateur américain va se comporter cet été. Et la deuxième chose, c'est évidemment aussi les conditions financières et monétaires. La Fed reste très sensible par rapport à ces conditions financières et monétaires. Encore une fois, à l'heure actuelle, elles ne sont pas, il n'y a pas eu de détérioration suffisante pour faire arrêter net ce début de hausse de taux. Mais voilà, l'été prochain, je pense qu'une fois que quelques hausses de taux seront déjà enclenchées, et aussi, je rappelle, le début de la baisse du bilan sera également enclenché, il pourrait y avoir un peu plus d'appétit pour faire une pause et un peu faire ce qu'on dit en anglais un reassessment. On va recalibrer potentiellement la situation. Est-ce qu'on peut imaginer une forte divergence entre la Fed qui entamerait son cycle comme prévu avec 4 hausses de taux à partir du mois de mars, Thomas, et la BCE? Vous l'avez souligné, effectivement, le risque macroéconomique est quand même beaucoup plus important pour la zone économique européenne, pour la zone euro, que pour les États-Unis. Et est-ce que ça peut avoir des implications assez fortes sur le dollar, qui en plus est une devise refuge dans le contexte aujourd'hui? Est-ce qu'on peut avoir des tensions là sur la parité euro-dollar qui seront des éléments importants pour les investisseurs? Tout à fait. Alors, concernant le dollar, il se renforce. Alors, il ne se renforce pas de façon exceptionnelle, ou en tout cas pas autant pour nécessiter que la Fed se mette à faire une pause sur ces hausses de taux. Mais clairement, point numéro 1, il y a une dichotomie entre la BCE et la Réserve fédérale aux États-Unis, qui est liée notamment par rapport à ce contexte macroéconomique que j'ai dépeint. Une petite parenthèse d'ailleurs que je voudrais signaler, ce qui est intéressant de noter, c'est qu'on a un renforcement de la monnaie chinoise, le renminbi, qu'on voit ces derniers jours se renforcer. Et ça, d'ailleurs, ça coïncide. Ce qui est assez intéressant, on parle de SWIFT, mais il y a eu des données statistiques de SWIFT qui ont montré que la monnaie chinoise, le renminbi, c'est monté à 3%, c'est un nouveau record historique, 3,2% des échanges dans SWIFT. Donc on a en fait une monnaie chinoise qui a l'air de prendre aussi de l'ampleur, à la fois en termes de sa valeur contre le dollar, mais aussi également en termes d'échanges dans ce système SWIFT. Et ça, c'est un événement assez intéressant, je pense, à regarder de côté, en parallèle de cette crise en Europe de l'Est. Ouais, la montée en puissance de l'internationalisation de la devise chinoise, alors là, qui fait partie des objectifs stratégiques affirmés et réaffirmés par Pékin ces dernières années, y compris dans les échanges internationaux. Merci beaucoup, Thomas. Merci pour votre éclairage sur la situation actuelle et les enjeux pour la Réserve fédérale américaine. Je vous rappelle qu'on aura 2 communications de la part de Jérôme Powell cette semaine devant 2 commissions de la Chambre des représentants et du Sénat, puisque le président de la Réserve fédérale américaine doit témoigner comme tous les 6 mois devant les parlementaires américains à partir du milieu de semaine. La première audition est prévue ce jeudi 3 mars devant la Chambre des représentants américains. Voilà pour les enjeux en matière de politique monétaire et évidemment les impacts de cette crise géopolitique majeure sur l'ensemble de l'économie et des banques centrales du monde. Thomas Koster qui était avec nous en visioconférence depuis Genève, économiste senior en charge de suivre les États-Unis pour Pictet Wealth Management. Voilà pour cette édition Smart Bourse de la mi-journée. Nous nous retrouvons bien sûr en direct ce soir à 17h sur Bismart.